Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast de l'Arena MMA. Aujourd'hui, on est encore une fois avec notre spécialiste de boxe anglaise, Simon. Comment ça va, Simon? Impeccable, impeccable. Et toi, comment ça va Ça depuis cette fameuse soirée? ouais, grosse soirée. J'ai déjà fait la réaction à chaud, mais là, rien à voir. On va essayer d'analyser sérieusement ce qui s'est passé et revenir un peu donc sur le match Francis Ngannou contre Tyson Fury, le combat de boxe qui a surpris tout le monde. Et finalement, ça bouge. Finalement, Francis Ngannou a réalisé un petit exploit. Complètement. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'en fait il a vraiment perdu? C'est ce qu'on va voir aussi. Est-ce que Fury a été l'ombre de lui-même? C'est ce qu'on va voir aussi. Mais ce qui est sûr, pour commencer, c'est que Francis Ngannou, on ne peut que lui lever notre chapeau. Totalement, totalement. Pour le... Donc, Vas-y, dis-moi. donc, vas-y, pour commencer, on va essayer d'être structuré. Qu'est-ce que tu as pensé donc de la performance de Francis Ngannou? La performance en fait, le total en général, j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable pourquoi? Parce que si tu détailles et que tu vois sur le côté technique, certes, la technique, c'était de la violence, mais des mouvements, on n'était pas dans du propre et tout. Maintenant, quand tu mets les statistiques correctement et que tu te dis que tu as un gars qui fait son premier combat professionnel face à un des meilleurs poids lourds de l'histoire de la boxe et qui arrive à dominer de sa présence, être calme comme il était, tout ce qu'il a réussi à faire, moi je trouve ça exceptionnel. Je trouve vraiment que ce qu'il a fait là, c'était exceptionnel. Victoire ou défaite, c'est le vainqueur. Dans tous les cas, pour moi, c'est le vainqueur de ce qu'il a réussi à faire. De toute façon, tu vois, à la fin, c'est lui qui levait les bras, c'est lui qui est victorieux dans tout ce qui se passe. Un peu à la Rocky 1, où Rocky, il se bat contre le champion alors qu'il est inconnu, et il va jusqu'à la décision en livrant une énorme guerre. Et même s'il perd à la décision, c'est un peu lui le vainqueur finalement. C'est ça. Sauf que dans Rocky, il a toujours la tête mal gamée. Et Ouais. que là, c'est Fury qui avait le visage dans cet état. Là, Ngannou, il pouvait travailler au bureau le soir même. Hein. Ouais. Petit costard, il n'y a rien, aucune trace. Et que dire de sa condition physique? On avait peur que le cardio ne suive pas, mais en fait, il a été super ordonné. Il a très très bien géré son effort. Totalement, totalement, il était calme. En fait, je pense que c'est même ce qui a surpris également Fury, c'est que on a l'habitude d'un Ngannou qui vide le tank, tu vois, en quelques rounds, parce qu'il se jette et il essaie de tout envoyer pour t'abattre dans les quelques minutes. Alors que là, en fait, il était très calme, il prenait son temps, il essayait pas de se rusher, tu voyais vraiment qu'ils avaient travaillé sur le fait de, il y a 10 rounds, on va travailler sur les 10 rounds, on va être capable de tenir. C'est même Fury qui était dans les derniers rounds qu'on pouvait voir dans le coin, qui avait beaucoup de mal à respirer, qui était en train de, vraiment, qui était en Chercher son difficulté. souffle, ouais. Voilà, exactement. Et justement, donc, franchement, donc c'est sa performance de Francis Ngannou. Avant de passer sur Fury, sa condition physique, est-ce qu'elle n'était pas la meilleure? On va le voir. Mais techniquement, ce qu'il a proposé en termes de boxe anglaise, Francis Ngannou, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors techniquement, en termes de boxe anglaise, ce qu'il a proposé, si tu parles sur de la boxe anglaise, c'était pas beau ce qu'il a proposé. Il travaillait pas avec son jab, il était vraiment dans l'attente. Il envoyait le même coup tu sais, à chaque fois le même crochet du gauche pour le En contrer. contre. Ouais. Voilà. On le voyait l'atteindre. Quand il essayait d'envoyer son uppercut du droit, on le voyait le charger avant. Donc c'est pour ça que Fury ne jetait pas. Donc sur le côté technique, c'était pas beau du tout. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est que justement, il a accepté le fait de ne pas avoir la technique et il est venu faire du brouillon. C'est ça, mais quand tu regardes le knockdown qu'il met, le coup qu'il prend et le fait d'envoyer ce crochet de cette manière, personne sain d'esprit, tu sais, en boxe, aurait Ouais. cette idée de se dire, il y a un mec de 125 kilos qui va m'envoyer une droite venue du haut, je vais l'accepter de la prendre, je vais m'ouvrir, mettre ma mâchoire pour envoyer le crochet. Il n'y a qu'un mec comme lui, solide comme il est, parce que par contre, faut faire pour que la droite elle s'arrête sur ta mâchoire et qu'il n'y ait aucun mouvement qui se passe derrière. Ouais. Tout s'est arrêté sur sa mâchoire. C'est Unique. incroyable. Ouais. On aurait cru que Fury, on aurait cru qu'il faisait 32 kilos. Les Ouais. coups qu'il envoyait n'avaient aucun impact. Et les Ouais. coups de Ngannou avaient l'air, on aurait cru un enfant qui se battait face à un homme. Mais en tout cas, C'est ce vrai. qu'il a réussi à faire, c'est vraiment ce côté. Dès qu'il a pris le premier round, j'avais un peu de stress quand même dans sa façon de faire, surtout dans les clinches, où je le trouvais beaucoup trop respectueux. Il faisait rien.
Quand Ouais. c'est dans une clinch, j'attendais que l'arbitre fasse un mouvement. Mhm. Dès qu'il a commencé, en fait, dès le knockdown, tout a shifté. Et tu sentais qu'il s'est dit, bon, allez, ici t'es chez moi. Et les clinches, tu le voyais en train de le tordre derrière, le pousser, le brutaliser. Et ça rentrait de plus en plus dans la tête de Fury de sentir la puissance de l'homme qui était en face de lui. Et ça a aidé, parce que tu vois bien, hein, Fury, il savait pas comment arrêter des coups de cette manière-là. Tu viens, le mec il est en dessous de toi, il t'envoie un coup qui vient là. D'un coup, il balance sa main, pendant qu'il balance sa main, il l'envoie de l'autre sens en même temps. Ouais. C'était brouillon, mais ça a marché contre Fury. Et c'est vrai Du que beau brouillon. après le knockdown, on avait un Francis en état de flow un peu. Là, il était dans son ring, il était à l'aise et il a pris de plus en plus le contrôle du ring. En MMA, ça a énormément d'importance dans le pointage. On appelle ça Bien le sûr. contrôle de la cage. C'est qui c'est qui est au milieu, qui c'est qui avance, qui c'est qui met la pression sur l'autre. Est-ce qu'en boxe anglaise, ça a une importance dans le pointage ou on s'en fout? C'est le nombre de coups donnés. Alors, normalement, tu vois, t'as pas ce truc de, tu sais, le octagon control comme tu vas avoir en MMA, mais tu as quand même normalement le fait de contrôler le rythme du combat. Ok. Et c'est pour moi le fait qu'il soit là en train de chasser Fury et que quand Fury était en train d'envoyer ses jabs, il contrôlait pas le rythme. Je donnerais plus ces rounds-là en fait à Ngannou dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est lui qui vient attaquer l'adversaire, c'est lui qui donne le rythme du combat. Normalement, quand on a un qui frappe, qui boxe à l'extérieur, c'est lui qui contrôle le rythme. Tu peux voir ça avec un Floyd qui va jouer un petit peu au toréador, mais en fait c'est lui qui attire le taureau, tu vois, il va Ouais. bouger, frapper, il va Ok. attendre de l'autre côté. Là, Fury il faisait pas ça, Fury il fuyait et il envoyait des Ok. coups pour l'empêcher de venir. Donc, de mon sens, ces rounds étaient plus donnés à Ngannou que à Fury Mais c'est un bon pour les exemple. rounds. C'est un bon exemple, le fait que tu expliques que c'est pas qui avance, l'important, c'est qui met le rythme. Et donc, il est bon l'exemple de Mayweather qui, même quand il avance pas, on voit très bien que c'est lui qui décide où est-ce qu'il est. Et c'est lui qui Exactement. décide du rythme au final. Et là, c'était Ngannou qui décidait du rythme, vraisemblablement. Et avant de parler du pointage et de si, selon toi, est-ce que c'est un vol ou tout simplement, bah, j'aime pas parler de vol. Pourquoi? Parce que c'est un combat serré. Donc, d'un côté ou de Ouais. l'autre, on peut comprendre que les juges aient scoré. Maintenant, on peut largement comprendre que les juges, s'ils se disent, je sais pas pour qui je score, on va scorer Fury, parce que c'est quand même lui le champion du monde, et ça serait bizarre que le champion du monde se fasse battre par un mec qui c'est son premier combat de boxe. Exactement. Mais, avant ça, explique-nous la, ce qu'a fait Fury. Est-ce que c'est une déroute? J'allais me dire, explique-nous la déroute de Tyson Fury, parce que c'est vrai que quand tu vois Tyson Fury contre Wilder, c'est pas le même. Non, bah écoute, je pense que c'est un peu la même chose au niveau du MMA. Quand tu démarres un combat, les premières secondes sont les plus importantes. Si tu démarres mal, c'est très compliqué derrière tu sais, de te remettre dans le combat, de tout rechanger, de reprendre à zéro. C'est très compliqué. L'importance, quand tu démarres ton combat, tu dois le démarrer de la meilleure suite. Je pense que le problème qu'il y a eu avec Fury, tu sais, on en parlait la dernière fois déjà de prendre un combat le 23 décembre contre Usyk. Il y avait vraiment ce côté de je vais venir, ça va être un nettoyage cette fois-ci. Comme on le pensait tous, la majorité des gens, c'est voilà, je vais le dominer, ça va être rapide, fin de l'histoire. Donc il était plus concentré, à mon avis, sur Usyk que sur Ngannou. Donc quand les premières secondes ont commencé et que si tu regardes, tu vois, ton combat, dès la première seconde, Fury saute sur Ngannou. Il lui saute dessus, il lui envoie une série pour essayer de le stresser, puisqu'on a 600 jours Ouais. en dehors des combats pour essayer de voir une réaction. Et Ngannou reste très calme. Je pense que derrière, dans le côté de Fury, il a commencé un petit peu à douter et perdre confiance. Et là où j'aime pas trop ce que je vois sur internet pour que les gens disent oui, Fury était dans un mauvais jour, il était pas préparé. Ah, ça n'a rien à voir. Ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Un bon combattant, ce qu'il est capable de faire, c'est d'enlever la boxe ou tu vois la technique de combat d'un autre. Ce que Ngannou a réussi à faire par son calme et sa puissance, c'est de faire en sorte que Fury commence à douter et douter de ses propres talents, douter de qui il était, de ses skills, et de commencer à boxer comme un amateur. C'est pas parce qu'il était pas bon, c'est parce que Ngannou a été très bon dans son game plan et que du coup a fait travailler, tu vois, dans le mental de Fury, l'a fait douter et a détruit Fury de l'intérieur. C'est ça, tu peux le voir dans un grand combat qu'on avait eu il y a quelques mois entre Errol Spence Jr. et Terence Crawford. Errol Spence, on parle d'un qui était un des meilleurs welterweight, d'accord, un monstre,
On a Terence Crawford qui était le meilleur welterweight, on les met face à face, et là on a un Errol Spence qui ressemble à un amateur qui vient de rentrer dans un gym de boxe. C'est pas sa façon de boxer, il boxait pas comme d'habitude, pourtant il était préparé, mais en face de lui la composition était parfaite, et du coup les doutes, le fait de tout ce que je fais ça marche pas, bah t'as toujours cette deuxième voix quand tu dans un combat là qui est en train de te dire mais qu'est-ce qui se passe, mes trucs, et c'est à toi de réussir à la recontrôler, mais quand t'arrives pas, que tu perds le contrôle, ça y est, tu perds confiance. Et un mec comme Fury qui c'est 125 kilos, il t'envoie des jabs, ils te font des impacts, il t'envoie son bras arrière, il te fait un impact. Quand tu vois que tu les mets clean, qu'ils passent à l'intérieur, et qu'il n'y a pas un branchement, c'est-à-dire qu'il les prend, il n'y a pas un mouvement, il continue à travailler, il n'y a pas de oh il m'a touché, il faut que je frappe, et bah tu peux le voir dans son regard à chaque round, la confiance qui se perd. Donc est-ce que Fury n'était pas dans son meilleur jour? Pas du tout. Est-ce que Ngannou a réussi à faire que Fury a trop douté et c'est lui-même détruit? Ouais. Et peut-être expliquer au grand public que quelqu'un comme Tyson Fury, jamais il est hors de forme. Parce que non, à ce niveau, tu t'entraînes tout le temps. Et même si ou est-ce que c'est la technique. La technique qu'il a, elle est déjà parfaite. C'est-à-dire que entraîné ou pas entraîné, normalement, il est capable de maîtriser, tu vois, pratiquement n'importe quel heavyweight avec sa façon de faire. C'était avant le troisième combat, ou le premier combat contre Wilder, il avait été filmé en train de finir 3 pintes de bière la veille du combat. Ouais. Et derrière, il te fait une masterclass. Ouais, on est en poids lourd. T'es sur des petits poids, la condition physique, elle va compter énormément. Là, on est sur des poids lourds. Le rythme, il n'est jamais super élevé. Ce qui va compter le plus, c'est ta technique. Il faut que ta technique soit parfaite. Il a une technique parfaite. Mais le travail de l'autre côté a été fait. Le game plan qu'ils ont fait, il était magnifique. Il était magnifique. Je pense qu'ils auraient pu faire plus, mais ils l'ont joué d'une manière... en tout cas, ils ont réussi à faire un travail magnifique. Intéressant. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que Tyson Fury l'a fait exprès pour le show, pour l'exhibition, de y aller tranquille avec Ngannou on cherche des raisons, en fait. C'est des gens qui cherchent des explications logiques, alors que l'explication... Totalement. Trouve-moi une personne qui ferait exprès de se manger un crochet d'un mec qui frappe comme il fait d'escorte. Enfin, c'est clair. Tyson Fury, il est pas fou non plus. Non, il a pas fait exprès du tout. Je pense que lui, il va jamais nier le fait que justement les gens disent qu'il a fait exprès parce que ça joue en sa faveur. Mais t'as juste à voir une chose. Avant le combat, ça avait été signé pour le 23 décembre. Sur Top Rank, ça avait été affiché que le 23 décembre, il défendait sa ceinture contre Usyk pour l'unification. À la fin du combat, il a dit je vais rentrer chez moi, je vais me reposer et on va voir ce qu'on a fait. Et là il a fait une interview où il y a quelques heures, où il a expliqué que bon, je vous reverrai sûrement pas avant Noël, mais l'année prochaine on se revoit pour le prochain combat. Ah non, bien sûr que non. Personne s'attendait à ça. Personne s'attendait à ça, je pense, à part Ngannou et sa team. Personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ce soir-là. Fury a été surpris. Tu le vois à la fin du combat, pour tous ceux qui disent non, Fury a gagné. Tu vois à la fin du combat le visage de Fury et de toute son équipe. Il n'y a aucun sourire. Tout le monde a les yeux ronds. Tout le monde est choqué. De l'autre côté de Ngannou, tout le monde a un grand sourire. Et quand on annonce que c'est une décision partagée, on voit les sourires qui commencent à se remettre sur le côté de Fury. Ils le savent. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Ok, donc là on va parler maintenant justement du scoring du combat. Il y a un juge qui donne la victoire à Francis Ngannou et 2 qui la donnent à Tyson Fury, donc qui est le vainqueur officiel de ce combat. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y en a qui disent après avoir revu le combat, c'est vrai qu'il a marqué plus de points. Bullshit. La victoire, elle a été pour Ngannou tout simplement. On est sur du 5 rounds. Le combat a été très partagé, sauf qu'il y a un 18 pour Ngannou. Donc le juge qui a donné 95-94 à Ngannou a donné le résultat qu'il fallait pour le combat. On pouvait avoir sinon mais le 96-93 pour Fury, il sort de nulle part. Je le comprends pas. Et à la limite, le 95-94 pour Fury, je pourrais me dire ok, peut-être. Mais non, on est sur un combat qui est extrêmement serré. Il n'y a pas un seul des combattants n'a pris le dessus, l'ascendant vraiment sur le rythme du combat. Et t'as d'un côté un qui a envoyé plus de débit et un qui a envoyé de coups beaucoup plus impactant. Et t'as un knockdown. Et t'as la domination du round. Enfin, il y a un moment,
Mais après, tu peux pas donner une victoire au point à Ngannou à ce moment-là. Il y a des plans qui Non, sont créés derrière. c'est ça. Bah oui, t'imagines, Tu Fury niques un perd sa ceinture, business. mais tu détruis tout. Il y a plus d'importance. Bah oui, le mec il est invaincu, d'un coup il est vaincu, et tu vas défendre tes ceintures contre Usyk. Mais plus personne veut voir ça. T'as perdu. T'as perdu contre Ngannou, mais personne n'est intéressé. Mais tu vois que le truc il a été fait correctement. T'as même euh, le président de la WBC qui a annoncé qu'ils allaient classer dans le top 10 Ouais, Ngannou. bah, il a pas le choix parce que ça peut plus être un nobody là pour Ngannou Ben parce que non, sinon ce serait trop exposant pour le monde de la boxe, on va dire, notamment de la boxe exactement. poids lourd en fait. C'est Est-ce que ça. en poids lourd, c'est là où les combattants MMA ont le plus de chances de briller en boxe anglaise? Je pense que c'est là où le Ngannou aura le plus de chances de briller simplement parce qu'il a les mains puissantes et qu'il mettait la plupart de ses KO uniquement avec les mains. Si là il continue à peaufiner sa technique et qu'il apprend à mettre ses mains correctement, il fera du mal. Pour les autres poids lourds de MMA, là, à ce niveau-là, je pourrais pas m'annoncer dessus parce on le voit souvent d'habitude sur quand il y a un petit peu la transition qui se fait, le rythme, étant donné qu'il est différent, les combattants MMA ont du mal à s'habituer au rythme de la boxe anglaise qui est totalement différente de celle du MMA. Là où Francis justement a réussi à s'adapter de manière impeccable. Et qu'est-ce que ça donnerait Francis Ngannou par exemple contre Usyk ou Francis Ngannou contre Wilder? Alors, un Ngannou contre Usyk, je pense que ça serait une mauvaise chose pour Ngannou parce que Usyk, venant de cruiserweight, est déjà plus fin, plus léger et pourrait du coup avoir ce rythme très élevé pour fatiguer. Ce qu'on s'attendait justement de la part de Fury, de jouer sur de la vitesse. Donc, contre Usyk, je pense pas que ça serait une bonne idée. Par contre, contre Wilder ou contre Joshua, ça serait quelque chose de beau. Je pense même que contre Joshua, il pourrait y avoir un massacre de la part de Ah Ngannou. ouais, Ouais, parce qu'on a une personne qui n'est pas rapide, qui est très statique, musclé, mais tu sais, en restant comme ça. Et du coup, on l'a vu là quand Ngannou commençait à faire ce truc où il te tient à l'arrière de la tête, il t'en envoie une, tu pars, ouais, il te la renvoie par au-dessus. Et contre un Joshua, où on le sait maintenant, depuis quelques combats, sa mâchoire a été abîmée. Donc du coup, quand tu touches, tu connectes bien avec la puissance, ça tombe. Les mains lourdes de Francis, ça pourrait faire quelque chose. Contre Wilder, ça serait un bon combat. Maintenant, il y a la vitesse de Wilder qui jouerait pour quelque chose comme la rapidité qu'il a. Ce qui est sûr, c'est que ça serait un combat qui terminerait avant la limite. Des deux côtés, ouais. ce serait pas un combat qui durerait. Et Tyson Fury, est-ce que tu penses que tu le donnes moins vainqueur que ce que tu le donnais il y a quelques jours contre Usyk ou pas? Ou ça n'a Non, rien à pas. voir, ce combat-là Non, est à mettre de côté? ouais, non, ça n'a rien à voir. Pour le combat avec Ok. Usyk, ça n'a rien à voir. Parce que là, t'as une petite cible, t'as pas cet impact de puissance. Je pense vraiment que le moment où Fury a senti les coups de Ngannou, il s'est rendu compte que, ok, si j'en prends une, en fait, ça peut s'arrêter à chaque fois. Et tu le sentais, tu le vois de toute façon, tu vois la peur d'un homme dans son regard. Et tu voyais Ouais, que il boxait avec la peur et que sa façon de se tenir, il n'était pas du tout en train de. ouais, ouais. Il n'y a pas eu un moment de courage. Il n'y a pas eu de. Il a envoyé combien de combos? Il a dû en envoyer peut-être 3 ou 4 seulement. Des 1-2. Le reste du temps, Bon, c'était juste jab, partir, partir. Mais il n'osait même plus faire le 1-2 parce qu'en fait, il savait que Francis allait prendre la droite pour envoyer le crochet. Donc il disait, je vais mettre ma droite, elle n'aura pas d'impact, et derrière, je vais me manger une je me entrée. prends, ouais. C'est ça. Ouais, parce que Francis, il a accepté le 2 pour un, le 3 pour un. C'est-à-dire, il accepte le fait d'en prendre 2-3 contre un parce qu'il sait que son un, il est plus efficace que le 2-3 de l'adversaire. C'est ça. Et aussi, souvent, dis-moi si je me trompe, Fury fait beaucoup de feintes. Là, il a continué à faire ses petites feintes. Mais souvent, quand il fait des feintes, il enchaîne après avec des coups. Et là, il enchaînait pas avec des coups après. Il faisait juste sa feinte et Ouais. tranquille. Mais parce que chez moi, si tu regardes bien, les 2-3 premiers rounds, Ngannou réagit à toutes les feintes et en plus de manière Exact. exagérée. Ouais, ouais, Il abusé. s'agite comme Ouais, ça, ouais. donc là tu te dis oh mince, ça va être une longue nuit, il va le vider. Et puis Exact. d'un coup, il a arrêté complètement. Mais il n'y avait plus aucune réaction sur les feintes. Je sais, au début je me demandais même si est-ce que c'était la fatigue qui faisait que les feintes ne faisaient même plus rien sur son cerveau. Parce qu'en fait, pendant qu'il y avait les feintes, il continuait à avancer calmement. Et c'est ça qui Ouais. a détruit tout le game plan de Fury. Parce que t'as un mec qui est là, fin de fin, jab, et qui d'un coup te fait fin de fin, et toi t'arrives, continue à avancer calmement, ça te En change. fait, est-ce que c'est parce que quand il a pris des coups, il s'est dit, ah bon, en fait, il tape comme ça, lui? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est... On le savait, hein. Avec les coups qui s'étaient mangés avec des gants de MMA,
C'était Ouais. sûr que les gants de boxe allaient lui faire moins d'impact. Et je pense vraiment, comme tu dis, il a dû prendre les coups, il a dû dire, mais en fait, En fait, ça va. ouais, ça Ça va, je peux les passe. prendre normal. Et du coup, Ouais. Du coup, avancer. les Et puis, feintes. le gars arrive avec une nuque, enfin, le mec, il avait un coup, c'est une Mm. cuisse. Ngannou, c'est vraiment un phénomène physique. Outre Ouais, le talent, outre l'entraînement, outre tout ça. Il a ça- une prédisposition, je pense, qui est incroyable. mais totalement, totalement. Tu le vois, j'ai regardé une photo là où on le voit quand il met KO Fury et qui s'appuie sur les cordes. Tu vois ses chaussures qui se détruisent de la taille de son pied à l'intérieur, donc elles sont écartées complètement sur les côtés. Parce que je le voyais avec des Adidas, je me disais, mais c'est bizarre, les Adidas c'est pour les pieds fins, comment il met ses pieds dedans. Et tu vois son Ouais. pied qui dépasse de chaque côté. Donc, Ah ouais. c'est un monstre, c'est un Ouais, monstre, c'est un monstre. c'est un monstre. Et on peut du coup remettre en contexte la fois où Cyril Gane a totalement outstriké Francis Ngannou lors de leur rencontre. Francis Ngannou a battu Cyril Gane 3 rounds à 2 grâce à sa lutte, mais les 2 premiers rounds, Cyril Gane les a gagnés haut la main en strikant et notamment en boxant. Alors oui, il y avait les pieds, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Mais quand même, en termes de déplacement, Ngannou en a pas placé une, limite. Ah non, bien sûr. Bah, de toute manière, les déplacements de Cyril Gane sont. Tu sais, là, on a une personne qui fait plus de 100 kilos, qui a l'air d'en faire 10 kilos, qui se déplace de manière. C'est magnifique à voir. Et, faut pas oublier, là, on parle d'un ring de MMA par rapport à un ring de boxe. Ouais. C'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Ouais, ouais. C'est très dur de faire quand on voit des boxeurs comme Floyd, des boxeurs comme Whittaker bouger et donner l'impression que le ring fait 70 mètres, d'être intouchable. Dans un ring de boxe, c'est l'entraînement qu'il a fallu, la technique qu'il faut. On est tellement à un niveau exceptionnel pour faire croire que c'est grand. Et c'est quand tu vois deux grands hommes comme justement Fury et Ngannou qui sont dans un ring, tu te rends compte à quel point un ring est petit par rapport à une cage de MMA où tu as énormément de place. On le voit des fois, John Jones, quand des fois il te met en esquive et qui se met à courir pour aller de l'autre côté, bah dans un ring de boxe, tu peux pas faire ça et tu cours, tu te manges les cordes de l'autre côté immédiatement. Donc ça prend vraiment des... Un Mayweather, par exemple, techniquement, c'était C'est le la perfection. summum. Ouais. Ah, t'es à la perfection. Il n'y a pas d'erreur dans son jeu. Il n'y a aucune erreur dans son jeu. De toute manière, tu le vois, tu prends un Mayweather qui a plus de 40 ans, qui boxe un Logan Paul, même si Logan Paul a une technique horrible, il y a quand même une différence de plus de 40 kilos entre les deux, une différence de 15 ans, et tu domines, et c'est toi qui, quand tu le sonnes, tu le maintiens pour qu'il reste debout. Enfin, la technique, elle est juste... Il n'y a pas d'erreur dans son jeu. Et le fait est qu'en poids lourd, étant donné que la compétition est moins dure en poids lourd qu'en welter. Parce que les poids lourds, ça va être plus sur ta puissance. Et là, on a pu voir quand même du coup que quand tu as ce physique exceptionnel, tu peux justement contrer certaines techniques dans un endroit plus petit, comme Ngannou a réussi à le faire. Et donc là, 2 questions. Pour terminer, qu'est-ce que ça donnerait Cyril Gane en boxe anglaise? Selon toi. En partant du principe qu'il va, on va dire, il se prépare 6 mois, juste en anglaise. Il peut faire quelque chose de magnifique parce que les déplacements qu'il a pour son poids sont exceptionnels. Donc il peut vraiment faire quelque chose de magnifique. Si tu regardes les poids lourds d'aujourd'hui, tu regardes dans le top 10, c'est pas exceptionnel ce qu'il y a. Tu vois, t'as quelques têtes qui sont vraiment, tu sais, très... où t'es vraiment dans du high level. Et puis après, bon bah voilà, tu vois des mecs, tu sais, plus un petit peu la patate qui va bien partir, les mecs qui sont positionnés, qui peuvent faire quelque chose. Il peut faire une différence. De toute manière, j'en parle souvent moi avec des amis, c'est tu vois la différence dans l'entraînement que le MMA te demande par rapport à celui de la boxe quand tu regardes par exemple le poids lourd. Les poids lourds en boxe anglaise, la plupart du temps, seront des hommes qui ne s'entraînent pas énormément, tu le vois alors que t'as le gars il est grassouillet, pas très musclé, pas très sec, etc. En MMA c'est beaucoup plus rare. Étant donné que t'as la lutte qui est mélangée, t'as toutes ces disciplines qui sont mélangées, il faut que tu sois dans une top shape pour tenir, parce qu'en fait si on te fait de la lutte pendant 5 minutes et que t'es pas entraîné, tu termines un peu comme un Derrick Lewis en espérant de pouvoir mettre ta main à un moment, parce que sinon t'es complètement épuisé et tu sais plus où t'es.
Donc ça prouve quand même la différence d'athlète. Du coup, avec le sérieux qu'il a et le corps qu'il a, tu le vois, comme c'est dessiné, le travail qui est fait. S'il ramène ça en boxe anglaise, bien sûr, il peut faire quelque chose. Une carte à jouer. Ok. Ah ouais. Et Cédric Doumbé, en boxe anglaise, est-ce qu'on aurait là aussi un mec qui vraiment fait chier les gens? Alors lui, après, sa catégorie, c'est plus les poids lourds. Là, il rentre dans des catégories où il y a des artistes. Et exactement. Là, ce serait beaucoup plus compliqué parce que il est en quoi? Il est à 77 kilos. C'est ça, lui, je crois. Exactement. Ouais. Donc 77 kilos, ça veut dire que s'il voulait faire 77 kilos, là, il est sur les super middleweight. Donc il est avec les Caleb Plant, les Benavidez, Canelo. Ça serait un nettoyage. Là, par contre, sa façon de faire, ça serait un nettoyage. Surtout que lui, il joue sur des gros coups. C'est pas quelqu'un qui va envoyer du débit. Il a sa position. Faut vraiment qu'il change tout parce qu'il a cette position qui est très basse, la tête en avant. Ça serait, par exemple, contre un Caleb Plant, un Benavidez, ça serait un massacre. Là, par contre, ça serait Mais pourquoi? Parce que là, t'arrives sur des mecs qui sont dans top compétition tout le temps, où la technique doit être parfaite, le physique doit être parfait, l'entraînement doit être parfait. J'ai fait un camp d'entraînement avec Caleb Plant. C'est un psychopathe de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il termine son entraînement, il part après en montagne pour aller faire son footing. Derrière, quand il est censé être au repos, il est en train de soulever des poids dans son garage. Enfin, l'entraînement est vraiment top niveau. Donc, non, je pense pas que là, ça serait bon niveau. Ngannou, il a ce truc-là aussi. Il faut pas oublier, il a ce truc d'avoir cette puissance qui fait qu'un Fury a perdu confiance en lui. Parfait. Bon, bah, je pense que ça fait le tour pour celui-là. On va vous sortir d'autres podcasts sur la boxe avec Simon très bientôt. Et on pourrait, je pense, parler notamment de Mayweather, à quel point c'était peut-être le meilleur de tous les temps en termes de technique. Parler un petit peu peut-être de l'actualité des grands boxeurs comme Tyson Fury. Faire même un podcast sur si Doumbé en boxe. Parce que ça, les gens aiment bien. Et dernière question qui me vient, que j'avais oublié, Bacolé. Danger pour la catégorie ou pas forcément? Non, danger. Je dirais danger, parce qu'il a aussi cette force. Enfin, faut voir je pense que le combat le plus impressionnant, c'était celui face à Yoka. De Bacolé? Ouais. C'était un enfant qui donnait une leçon, un père qui donnait une leçon à son fils, quoi. Donc oui, très très dangereux. Maintenant, il faudra voir sur le top niveau, parce qu'il y a quand même des oubliés dans les top niveaux de la boxe. Faut pas oublier qu'il y en a un qui se fait fuir par tout le monde, que Andy Ruiz, que tout le monde essaye d'oublier. On parle d'un petit monstre, hein. Andy Ruiz, il n'y a personne qui veut combattre avec lui. Ça fait plus d'un an qu'il demande des combats de partout. Tout le monde lui dit non, parce que tout le monde sait le danger qu'il représente. Parce que quand on parle de vitesse pour un poids lourd et de combinaison, il envoie la moyenne de coups qu'il envoie est supérieure à celle d'un poids moyen. Ok, donc lui c'est quelqu'un qui a énormément de volume. Énormément de volume et qui envoie. La puissance qu'il envoie, c'est quelque chose. Donc, Mais on pourrait faire un petit podcast où tu nous passes en revue les gros poids lourds en ce moment, parce que je pense que là, il y a eu un intérêt vers cette catégorie-là pour les gens du MMA avec ce que Francis Ngannou a fait à Tyson Fury. Et donc, on peut conclure sur belle victoire de Francis Ngannou. Hein. Totalement. Belle victoire de Francis Ngannou et qui lui est donné la victoire au pas sur le papier. Le monde entier a vu qui avait gagné. Et c'est une belle chose, ça va lui changer sa vie. Là, ça va lui changer sa vie encore plus que ce qu'elle était déjà. Absolument, et moi je dis même qu'on va le revoir dans une cage. Mais en tout cas, on verra. Et merci beaucoup Simon. Ciao tout le monde. Ciao.